À Thanksgiving, ma belle-mère a regardé ma fille de 18 ans et a dit calmement, « Nous avons tous décidé que tu ne fais plus partie de la famille. » Ensuite, on l'a forcée à partir et à passer Thanksgiving seule dans sa voiture. Le lendemain matin, l'avocat de la famille nous a appelés en panique. Je suis rentrée tard le soir de Thanksgiving, m'attendant à ce genre de silence que l'on a l'impression d'avoir mérité. Mon mari, Matt, faisait une garde à l'hôpital pour les fêtes, et notre fille, Pamela, était allée chez ses parents, comme elle le faisait habituellement quand il était appelé. Après le dîner houleux de la semaine précédente, Teresa avait appelé et dit qu'elle ne voulait pas que des malentendus gâchent les fêtes. Pamela pensait qu'il s'était peut-être calmé. Je n'en étais pas si sûre, mais je ne pensais pas non plus qu'il ferait quelque chose d'impardonnable avec une table de fête déjà dressée. Je me souviens même avoir pensé qu'elle dormirait probablement là-bas et reviendrait après le brunch du lendemain. Je suis entrée dans une cuisine sombre, mon sac à main glissant de mon épaule, pensant déjà au reste et si j'avais l'énergie de me laver les cheveux avant de me coucher. La maison aurait dû être vide, à l'exception du chien et du bourdonnement du réfrigérateur. Au lieu de cela, la lumière du porche était encore allumée. Une lampe brillait dans le salon, et la voiture de Pamela était garée dans l'allée avec un gobelet de fast-food sur le tableau de bord. Cela m'a arrêté avant même que j'aie pu remettre mes clés dans mon sac. Pamela ne rentrait jamais tôt de chez Teresa et William le jour de Thanksgiving. Sauf si quelqu'un était malade ou s'il y avait eu un changement de programme. Je me souviens être restée là, une main sur la porte, supposant encore qu'il devait y avoir une explication ordinaire. À ce moment-là, la partie ordinaire était déjà terminée. Pamela était sur le canapé, dans son manteau, assise si immobile qu'elle ressemblait à quelqu'un attendant d'être appelé dans un bureau. Pas de télévision, pas de musique, pas de téléphone à la main, ce qui m'en disait plus que des larmes ne l'auraient fait. Notre fille avait 18 ans et était habituellement pleine de vie, même fatiguée. Elle tapait du pied, secouait ses cheveux, faisait défiler quelque chose sur son téléphone, se préparait un encas, faisait n'importe quoi. Ce soir-là, elle fixait la table basse comme si elle avait été intéressante pendant des heures. J'ai dit son nom une fois, puis une autre, et elle a levé les yeux trop vite, comme si je l'avais ramenée d'un endroit où elle ne voulait pas être. « Salut », ai-je dit en laissant tomber mes clés dans le bol près de la porte. « Je pensais que tu étais encore chez grand-mère. » Elle a haussé les épaules d'une manière minuscule et raide et a dit, « Je suis rentrée. » Même sa voix semblait plate, comme si la soirée lui était déjà arrivée et que j'arrivais trop tard pour empêcher quoi que ce soit. Je ne me suis pas assise sur le fauteuil en face d'elle. Je me suis assise juste à côté d'elle et j'ai gardé mon manteau. Quelque chose avait mal tourné bien avant que je n'entre. J'ai d'abord posé la mauvaise question pratique, car mon cerveau cherchait encore une réponse normale. Je savais que les choses étaient déjà tendues depuis le dîner de la semaine précédente, mais je cherchais encore quelque chose de plus petit que la vérité. « Tu t'es disputé avec grand-mère ?» ai-je demandé. « Ta voiture est tombée en panne ?» Pamela a secoué la tête. Elle a frotté ses deux mains sur ses genoux une fois et a dit, « Sans drame, j'ai passé Thanksgiving dans ma voiture. » Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru avoir mal entendu. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» ai-je demandé. Comme, après le dîner, avant le dîner, es-tu parti parce que c'est devenu bizarre? Elle m'a regardé comme le font les gens quand on est accidentellement trop optimiste pour eux. Non, maman, a-t-elle dit. Je veux dire, j'ai passé Thanksgiving dans ma voiture. J'ai commencé à échafauder de mauvaises explications quand même. Peut-être qu'il y avait eu une dispute et qu'elle s'était calmée dehors. Peut-être qu'elle avait tourné en voiture pour éviter de rentrer en colère. Peut-être qu'ils avaient dit quelque chose de stupide et qu'elle avait décidé de partir avant que ça n'empire. J'ai demandé si elle était restée coincée quelque part, s'il y avait eu une crevaison, si elle avait appelé quelqu'un. Elle continuait de secouer la tête. Puis elle a pris une grande inspiration et a dit très clairement, « Je ne suis restée coincée nulle part. » C'est là que j'ai compris que je n'avais même pas encore trouvé la bonne question. Quand j'ai finalement demandé, « Pamela, es-tu partie ou est-ce que quelqu'un t'a dit de partir ?» Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Ils m'ont mise à la porte. » Tout mon corps est devenu glacial. Elle n'a pas précipité les choses après ça. Elle me l'a raconté morceau par morceau, presque comme si elle l'avait rejoué tant de fois que les mots étaient maintenant alignés.
Teresa, ma belle-mère, avait attendu que les assiettes soient sur la table, puis avait dit qu'il devait être honnête sur ce que la grossesse signifiait pour la famille. Pamela a dit qu'elle était restée là pendant que Teresa la regardait et disait calmement, « Nous avons tous décidé que tu ne fais plus partie de la famille. » William se tenait juste à côté d'elle. La sœur aînée de Teresa, Denise, était là aussi. Personne n'a interrompu. Personne n'a dit que c'était allé trop loin. Et personne n'a même agi assez choqué pour donner l'impression que Teresa était sortie du scénario. Pamela a dit qu'elle avait demandé ce que cela signifiait et Teresa lui a dit qu'elle devait partir, ne plus les appeler et cesser de les appeler grands-parents parce que ce chapitre était terminé. Ton grand-père a dit quelque chose, ai-je demandé. Quelqu'un. Pamela a secoué la tête une fois. Non, a-t-elle dit. C'était le pire. Tout le monde est resté là comme si ça avait du sens. J'ai cessé d'entendre la pièce autour de nous après ça. Quelque chose en moi s'était immobilisé. J'ai passé mon bras autour d'elle et je l'ai serré contre moi. Et la première chose que je me suis entendue demander était, « Est-ce que tu as mangé ?» Ça semblait petit et stupide dans l'air, mais le choc fait ça. Il vous pousse vers la chose que vous pouvez réparer de vos propres mains parce que la vraie chose est trop grande à contenir. Pamela a hoché la tête et a dit qu'elle avait pris un plat à emporter. D'où ? Ai-je demandé quand même. Elle a nommé un petit restaurant chinois près de l'autoroute et a dit qu'elle était restée assise sur le parking pendant un moment, puis qu'elle était allée sur le parking du supermarché parce que ça attirait moins l'attention, puis qu'elle avait mangé dans la voiture avec le chauffage allumé. Je ne voulais pas rentrer tout de suite, a-t-elle dit. Je ne voulais pas entrer ici comme ça. Je me suis levée, je suis allée à la cuisine et j'ai trouvé le sac en papier blanc dans la poubelle. Son reçu était dessus, horodaté en plein milieu de la soirée de Thanksgiving. Un sachet de sauce soja intacte était tombé à côté. J'ai fait chauffer de l'eau pour du thé, même si aucune de nous n'en voulait. Le fait qu'elle ait mangé seule dans une voiture garée rendait toute l'affaire physique. Il ne l'avait pas seulement rejetée. Il l'avait envoyée dehors en pleine fête pour qu'elle se débrouille seule pour la suite. Pendant un moment, elle a continué à parler comme le font les gens qui essaient de ne pas s'effondrer. Des phrases nettes, pas de larmes, que des faits. Puis j'ai dit, ils sont en colère et cruels, mais ce n'est la fin de rien. Et c'est là que son contrôle a cédé. Elle a pressé ses deux mains contre sa bouche, puis les a laissées tomber et a dit, je pensais qu'ils seraient en colère contre moi. Ça, je le savais. Sa voix a tremblé sur les mots suivants. Je ne pensais juste pas qu'ils agiraient comme si le bébé était quelque chose de dégoûtant. Elle a fixé le sol et a continué avant que je puisse répondre. Elle a dit qu'elle avait honnêtement cru qu'une fois le choc passé, peut-être que Teresa et William se calmeraient. Peut-être qu'ils voudraient quand même connaître le bébé. Peut-être qu'ils verraient au moins un bébé comme un bébé, pas comme une punition. Au lieu de cela, ils avaient agi comme si le fait d'être enceinte effaçait complètement sa place dans la famille. Ce n'est même plus juste moi, maintenant, a-t-elle dit. Ils ont aussi rejeté mon enfant. C'est cette phrase qui l'a finalement brisée. Elle s'est effondrée contre moi et a pleuré d'une manière dure et silencieuse qui m'a fait lui tenir la nuque comme si elle avait encore 6 ans. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce ne serait pas quelque chose dont nous parlerions en tournant autour du pot pour ensuite passer à autre chose. Je lui ai dit ce que je pouvais lui dire avec une certitude absolue. J'ai dit qu'elle était notre fille et que rien de ce qu'elle m'avait dit ne changeait cela. J'ai dit que Matt la soutiendrait aussi, et que s'il avait été dans cette maison, rien de tout cela ne se serait passé de cette manière. Pamela a hoché la tête, mais elle semblait épuisée au-delà des mots. Je l'ai accompagnée à l'étage, j'ai attendu qu'elle ferme la porte de sa chambre, puis je suis restée dans le couloir à fixer le grain du bois comme s'il pouvait expliquer quoi que ce soit. À ce stade, je pensais encore que mes beaux-parents étaient rigides, cruels et obsédés par les apparences. Je pensais que c'était une question de honte, de vieilles règles et de ce genre de fierté familiale que les gens utilisent comme des meubles dont ils ont hérité et qu'ils n'ont jamais choisi. J'ai nettoyé la cuisine sans raison, j'ai mal dormi et je me suis réveillée avec cette sensation de vide que l'on ressent après un désastre qui n'a pas fini de se dérouler. Le lendemain matin à 8h14, mon téléphone s'est allumé avec un nom que je ne m'attendais pas à voir le lendemain de Thanksgiving. Monsieur Whittaker, l'avocat de la famille.
Plus tard, nous avons appris que son bureau avait été contacté tôt ce matin-là après que des questions aient été soudainement soulevées au sujet du trust d'Harriet et de la possibilité que la grossesse de Pamela déclenche une clause. À ce moment-là, tout ce que je savais, c'est que Teresa n'avait pas semblé offensée la nuit précédente. Elle avait semblé préparée. J'ai fixé l'écran avant de répondre et pour la première fois, ça m'a frappé que Teresa n'avait pas semblé offensée la nuit d'avant. Elle avait semblé préparée. Quelques semaines avant Thanksgiving, Pamela m'a trouvée seule dans la cuisine après l'école pendant que je rangeais les courses. Elle n'a pas tourné autour du pot ni demandé si j'avais une minute. Elle s'est tenue près du comptoir dans son sweat à capuche, serrant la sangle de son sac à dos si fort que ses jointures blanchissaient, et a dit rapidement « Maman, je suis enceinte ». Puis elle m'a regardé comme le font les gens qui ont déjà imaginé 5 versions différentes de votre déception. Pamela avait 18 ans, terminait le lycée, était acceptée dans une bonne université et avait passé la moitié de sa dernière année à parler de devenir enseignante. Nous avions comparé des photos de dortoirs et débattu de la nécessité d'un mini-réfrigérateur. Maintenant, tout cela semblait s'être décalé de quelques mètres sur la gauche en une seule phrase. Je lui ai dit de s'asseoir, principalement parce que j'avais besoin que nous soyons toutes les deux assises. Elle ne l'a pas fait. Elle a dit qu'elle avait fait 2 tests, puis un 3e parce qu'elle pensait que les 2 premiers devaient être faux. Elle était déjà assez avancée pour que le déni soit devenu impossible, ce qui donnait à toute la conversation moins l'air d'une frayeur que d'un avenir arrivant avant que nous soyons prêts. L'horloge de la cuisine était si bruyante que je l'ai remarquée. Je me souviens avoir sorti une boîte d'œufs du sac et l'avoir reposée aussitôt, car soudain, je ne me sentais plus capable de tenir quoi que ce soit de fragile. Mes prochains mots comptaient, et Pamela le savait. Une fois assise, le reste est sorti par bribes. Le père du bébé était Tyler, son premier vrai petit ami, également âgé de 18 ans. Doux comme le sont parfois les garçons avant que la vie ne leur demande d'être difficile. Il devait partir pour l'université dans un autre état à la fin de l'été. Pamela avait été acceptée ailleurs. Il n'y avait jamais eu de grand projet pour qu'il se marie jeune et construise une vie ensuite assortie. Je sais que le timing est affreux, n'arrêtait-elle pas de dire, et à chaque fois, je hochais la tête parce qu'elle avait raison. Mais à chaque fois qu'elle parlait de la grossesse elle-même, elle parlait du bébé comme si quelqu'un de réel existait déjà de l'autre côté de toute notre peur. Cela comptait pour moi. Elle avait peur, mais ce n'était pas une peur abstraite. Elle a dit qu'elle ne savait pas exactement comment elle ferait, seulement qu'elle ne voulait pas faire comme si ça n'arrivait pas. J'étais secouée. J'étais aussi sa mère, alors je ne lui ai pas fait la morale et je ne l'ai pas fait supplier pour de l'aide. J'ai tendu la main sur la table, j'ai pris la sienne et j'ai dit, nous trouverons une solution pour la suite. Tu ne feras rien de tout ça seule. J'ai vu ses épaules s'abaisser d'1 centimètre, et ce centimètre a changé toute l'atmosphère de la pièce. Matt est rentré tard ce soir-là, portant encore ses chaussures de travail, l'air fatigué comme seules les gardes médicales peuvent le faire. J'ai dit à Pamela que je le lui dirais moi-même, pour qu'elle n'ait pas à revivre ce premier moment difficile 2 fois en une journée. Il avait à peine posé son sac que j'ai dit que nous devions parler. Il a vu mon visage et a cessé d'essayer de déboutonner son manteau. Je lui ai dit sans détour que Pamela était enceinte, qu'elle me l'avait dit cet après-midi et qu'elle était terrifiée par ce qu'il pourrait dire. Il n'a pas parlé pendant environ 3 secondes, qui ont semblé plus longues. Puis il a demandé, est-ce qu'elle va bien ? Pas, comment est-ce que ça a pu arriver ? Pas, à quoi pensait-elle ? Il a demandé si elle allait bien, si elle avait vu un médecin, et si elle avait besoin de quelque chose tout de suite. Quand je lui ai dit qu'elle était à l'étage et se préparait au pire, il a monté à mi-chemin, puis s'est arrêté et m'a demandé, « Tu veux que j'y aille ou est-ce qu'elle a besoin d'1 minute ?» Cette question m'a presque fait pleurer. Quand Pamela est finalement descendue, il l'a d'abord prise dans ses bras. J'ai vu son visage changer en temps réel, la peur se relâchant en quelque chose de surmontable. C'est là que nous sommes devenus une équipe plutôt qu'une crise. Environ 1 semaine avant Thanksgiving, Pamela et moi avons dîné chez Teresa et William parce qu'ils voulaient parler en famille. Matt était coincé à l'hôpital ce soir-là, et Teresa avait agi comme si l'attendre ne ferait que prolonger les choses, ce qui aurait dû me dire exactement le genre de soirée qu'elle avait l'intention d'organiser. Avant même le dessert, je pouvais dire que cette phrase avait été utilisée comme un piège.
Leur salle à manger ressemblait toujours à une maison témoin mise en scène. Des bougies allumées, de l'argenterie polie, tout arrangé comme si les bonnes manières pouvaient remplacer la chaleur humaine. Teresa a d'abord gardé la voix basse, ce qui a rendu les choses encore pires. Elle a dit qu'elle était profondément déçue. William a parlé de choix et de conséquences sur ce ton légaliste et prudent qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait que la cruauté paraisse rationnelle. Pamela écoutait, les deux mains sur ses genoux et la mâchoire serrée. Puis Teresa a mentionné Harriet, la grand-mère décédée de Matt, la femme qui avait bâti la majeure partie de la fortune familiale à partir d'une poignée de propriétés et d'une obstination que tout le monde avait transformée en légende. Harriet aurait eu honte, a dit Teresa, et elle l'a dit avec satisfaction, comme si elle se saisissait du seul nom que personne n'était autorisé à contester. William a enchaîné en parlant des standards du nom de la famille et du fait que certains comportements n'étaient pas censés être récompensés. J'ai vu Pamela passer de nerveuse à en colère en un lent et visible changement. La soirée avait cessé de prétendre être une discussion. Le véritable enjeu a fait surface lorsque Teresa et William sont passés de la honte à l'argent. Teresa a dit que personne ne devait supposer que le soutien familial continuerait quoi que l'on choisisse de faire. William l'a dit plus doucement, comme s'il expliquait une politique. Si Pamela insistait pour garder le bébé, elle ne devait pas s'attendre à être traitée de la même manière lorsque la succession d'Harriet serait examinée à l'avenir. Pamela les a regardés l'un après l'autre et a dit « De quoi me menacez-vous exactement ?» Teresa a répondu avec des mots comme valeur, héritage et conséquences, sans jamais mentionner directement l'héritage à nouveau, car elle savait qu'elle l'avait déjà fait. William a ajouté qu'Harriet avait créé ce qu'elle avait créé pour les gens qui honoraient la famille, pas pour ceux qui la mettaient dans l'embarras. Ça a été la goutte d'eau. Pamela s'est redressée et a dit très clairement, « Vous n'allez pas utiliser l'argent pour me faire avoir honte de mon propre bébé. » J'ai dit, « Et vous n'allez pas lui parler comme ça en prétendant que ce sont des conseils. » La pièce est devenue glaciale après ça. Teresa nous a dit que nous étions émotives. William a dit que nous regretterions tous d'avoir rendu cela conflictuel. Personne n'a haussé la voix. Personne n'en a eu besoin. Au moment où nous sommes partis, la ligne avait déjà été tracée, et tout le monde à cette table le savait. Quand M. Whittaker a appelé le lendemain matin de Thanksgiving, il n'a pas commencé par des condoléances ou des explications. Il a d'abord posé une question. « Courtney, a-t-il dit, avant de dire quoi que ce soit d'autre, j'ai besoin de confirmer si Pamela est enceinte. » Son ton était prudent d'une manière qui m'a noué l'estomac. J'ai dit, oui, elle l'est. Et puis j'ai demandé pourquoi il avait besoin de savoir ça. Il y a eu une petite pause, des papiers qui bougeaient de son côté, puis il a dit que cela concernait des dispositions dans le trust d'Harriet. Harriet était la grand-mère décédée de Matt, l'arrière-grand-mère de Pamela, et à ce moment-là, je pensais savoir exactement ce que cela signifiait. Teresa et William avaient passé la semaine dernière à envelopper la honte et l'argent dans la même menace. Maintenant, l'avocat de la famille appelait le lendemain de Thanksgiving pour demander si la grossesse était réelle. Est-ce qu'ils essaient de la déshériter, ai-je demandé. Il n'a pas répondu directement. Il a seulement dit qu'il avait besoin de nous rencontrer dès que possible et qu'il préférerait le faire cet après-midi ou le lendemain matin au plus tard. Il m'a donné une heure, a répété l'adresse du bureau que nous connaissions et a dit, s'il vous plaît, amenez Pamela. Après avoir raccroché, je suis restée dans ma cuisine, le téléphone à la main, certaine que nous allions vers une version formelle du même rejet. Matt était rentré et n'avait dormi que quelques heures quand je lui ai tout raconté d'un coup. L'appel de l'avocat, le trust, est exactement ce que ses parents avaient fait à Thanksgiving. Je lui ai dit que Teresa avait déclaré que notre fille ne faisait plus partie de la famille. William était là et ils ont mis une fille enceinte à la porte pour passer les fêtes dans sa voiture. Matt s'est assis sur le bord du lit, réveillé d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. « Ils ont fait quoi ?» a-t-il dit, et je l'ai répété parce que j'avais besoin que ces mots leur appartiennent, et non à une rumeur. Il a pris son téléphone avant que j'aie fini. Teresa a répondu, et je l'ai entendu dire, « Si vous pouvez décider que ma fille n'est plus de la famille, alors ne vous attendez pas à ce que je continue à vous traiter comme de la famille non plus. » Elle a dû essayer de retourner la situation contre lui, car son visage est passé de la fureur à quelque chose de plus froid. Honteux. Il a dit,
Vous avez jeté votre petite fille dehors le jour de Thanksgiving. William a pris la parole et a commencé à parler de leçons, de standards et du fait d'encourager les mauvais choix. Matt l'a interrompu. Vous n'avez pas le droit d'appeler la cruauté une leçon, a-t-il dit. Au moment où il a mis fin à l'appel, il n'y avait plus aucune douceur en lui. Nous sommes entrés dans le bureau de M. Whittaker comme des gens se rendant à un rendez-vous qu'ils pensent déjà comprendre. Pamela était assise entre Matt et moi dans la salle d'attente, les mains si serrées que ses pouces étaient blancs. M. Whittaker, l'avocat de la famille, est venu nous chercher lui-même et nous a fait entrer dans la salle de conférence où une boîte d'archives était déjà ouverte sur la table. Il était plus âgé, formel, et pas un homme qui faisait des gestes inutiles. Ce matin-là, il semblait pourtant mal à l'aise. Il s'est assis, a ouvert un dossier et a dit qu'avant d'expliquer quoi que ce soit sur le trust, il y avait un objet qu'Harriet avait demandé à ce qu'il soit livré dans des circonstances très précises. Puis il a sorti du dossier et a tendu à Pamela une enveloppe scellée avec le nom d'Harriet écrit d'une main vive et penchée sur le devant. Pamela m'a regardé, puis Matt, puis a brisé le seau d'un doigt sous le rabat. Je me suis préparé à quelque chose de sec et de cruel, un autre message des morts utilisé pour contrôler les vivants. Au lieu de cela, alors que les yeux de Pamela parcouraient la page, tout son visage a changé. Elle a cligné des yeux une fois, a regardé en haut comme pour vérifier qu'elle avait bien lu, puis a tendu la lettre à Matt sans dire un mot. La situation avait basculé, et aucun de nous ne savait à quel point. La lettre d'Harriet n'avait rien à voir avec la version d'elle que Teresa avait utilisée comme une arme. Elle écrivait simplement, presque brutalement, qu'elle avait été autrefois une très jeune femme portant un enfant avant d'avoir la sécurité, avant la respectabilité, avant que la famille n'aime se souvenir de son histoire. Elle écrivait que les années les plus difficiles de sa vie étaient exactement celles que les générations suivantes ont polies. Une phrase a fait que Pamela a mis sa main sur sa bouche. Aucune fille de ma lignée ne doit jamais être acculée, humiliée ou abandonnée pour avoir porté un enfant. Harriet disait, la peur passe, les ragots passent, et les gens qui aiment les règles plus que les gens prétendent toujours protéger la famille alors qu'en réalité, ils protègent leur confort. Elle disait, un bébé n'est jamais une tâche, et personne ne devrait être obligé d'échanger sa dignité contre un soutien. Au moment où Matt a fini de lire, il n'y avait pas une seule phrase dans cette lettre qui ressemblait aux avertissements de Teresa sur l'héritage et les standards. Pamela était assise très immobile tandis que des larmes coulaient sur son visage, non pas parce que les mots étaient sentimentaux, mais parce qu'ils étaient pratiques et féroces exactement là où elle avait été blessée. La femme qu'ils avaient invoquée comme une menace avait construit une porte là où ils avaient essayé de bâtir un mur. Ce n'est qu'après la lettre que M. Whittaker a expliqué la partie juridique, et c'était si différent de ce que nous avions craint que j'ai dû lui faire répéter. Le trust d'Harriet ne punissait pas la grossesse. Il protégeait contre l'abandon pendant la grossesse. Il y avait une disposition, a-t-il dit, pour activer un soutien si une descendante directe devenait enceinte jeune et choisissait de porter l'enfant. Harriet l'avait écrite spécifiquement pour empêcher exactement le genre d'isolement, de panique et de pression financière auquel Pamela était maintenant confrontée. Ce soutien comprenait des fonds et une sécurité de logement en plus de tout ce que Pamela avait le droit de recevoir. Pamela a ri une fois, incrédule, puis s'est excusée parce que cela semblait impossible après la façon dont Teresa et William avaient parlé. M. Whittaker n'a pas semblé offensé. Il avait l'air sombre. Il a dit qu'Harriet avait été explicite sur le fait que l'argent ne devait pas être utilisé comme un moyen de pression contre une jeune mère de la famille. La clause existe pour s'assurer qu'elle ne lutte pas seule, a-t-il dit. Pamela le fixait, puis la lettre à nouveau. Alors il savait, a-t-elle demandé. Il savait ça et m'ont dit le contraire. M. Whittaker a choisi ses mots avec soin et a dit qu'il ne pouvait pas encore se prononcer sur ce qu'il savait ou quand il l'avait su. Mais le fait était là dans la pièce. Tout ce que Teresa et William avaient présenté comme une conséquence aurait pu en fait être une protection, et ils avaient essayé de militariser le mensonge avant même que nous voyions les papiers. Puis la réunion a de nouveau changé. M. Whittaker a mentionné que le soutien pour la grossesse s'ajoutait aux distributions régulières de Pamela, et Pamela l'a interrompu avec un froncement de sourcils confus. Quelle distribution régulière, a-t-elle demandé. Il a levé les yeux du dossier et a dit, les distributions que vous avez commencé à recevoir à 18 ans. Elle a secoué la tête.
Je n'ai jamais rien reçu. Il a semblé penser que Matt et moi avions géré l'argent pour elle. Nous lui avons dit non. Il a tourné des pages, a demandé si des chèques avaient été envoyés ailleurs, s'il y avait un compte à son nom, et si des paiements pour l'éducation avaient été faits en son nom. Jusqu'à ce moment-là, a-t-il dit, le bureau des fiduciaires avait certifié que les distributions de routine étaient gérées de manière appropriée. La grossesse de Pamela l'avait forcé à examiner le dossier de plus près, et pour la première fois, les documents et la réalité ne correspondaient plus. Pamela a répondu non à tout. Selon le trust, des fonds auraient déjà dû lui être distribués à ses 18 ans, et il semblait y avoir un soutien éducatif antérieur dû avant cela. Rien de tout cela ne lui était parvenu. Monsieur Whittaker a enlevé ses lunettes, s'est frotté l'arête du nez et a dit qu'il devrait enquêter immédiatement. « S'il vous plaît, comprenez, a-t-il dit. Si ce que vous me dites est exact, ce n'est pas un malentendu. » Nous sommes sortis de ce bureau avec une peur en moins et une pire qui s'installait. Teresa et William ne défendaient pas les valeurs d'Harriet. Ils cachaient peut-être de l'argent qu'ils n'avaient jamais eu le droit de contrôler. Les jours qui ont suivi cette première réunion ont été plus rapides que n'importe quel conflit familial que j'avais jamais vu, car une fois que M. Whittaker a cessé de parler en avertissements généraux et a commencé à traiter avec des archives, tout a changé de nature. Il a demandé les distributions passées, les relevés de revenus locatifs, les décisions des fiduciaires, les registres de dépenses, les documents de gestion immobilière et toute communication liée à la part de Pamela dans le trust d'Harriet. Il a demandé des dates, des signatures, des numéros de compte. Il a envoyé de courts emails qui semblaient polis jusqu'à ce que vous réalisiez que chaque phrase exigeait une réponse que quelqu'un pourrait ne pas vouloir donner. Pour la première fois, Teresa et William ne se tenaient pas dans une salle à manger à parler au nom de la famille. On leur demandait de rendre des comptes sur des documents qui comptaient. La supériorité morale peut survivre à presque tout. Pas les virements manquants et les autorisations non signées. Matt lisait chaque mise à jour la mâchoire serrée. Pamela n'arrêtait pas de demander si elle avait manqué quelque chose d'évident, si une lettre était allée à la mauvaise adresse, s'il y avait une explication innocente. Il aurait pu y en avoir une, en théorie, mais l'innocence ne nécessite généralement pas autant de rétropédalage. Au 3e jour, même la voix de M. Whittaker avait changé. Il ne nous demandait plus d'être patients pendant qu'il clarifiait une confusion. Il demandait de la patience pendant qu'il vérifiait ce qui commençait déjà à avoir très mauvaise mine. Teresa et William sont venus chez nous 2 soirs plus tard sans appeler d'abord. J'ai vu leur berline entrer dans l'allée et j'ai su tout de suite que ce n'était pas une visite de réconciliation. Teresa est montée sur le porche, parlant déjà, collier de perles au cou, manteau boutonné, comme si des vêtements formels pouvaient rendre ce qu'il voulait raisonnable. William se tenait à côté d'elle avec cet air d'autorité blessée qu'il avait l'habitude de prendre. Je ne les ai pas invités à entrer tout de suite, mais ils ont insisté, alors Matt a ouvert la porte et les a laissés se tenir juste à l'entrée. Teresa a dit que la situation devenait incontrôlable, que les avocats rendaient tout plus laid que nécessaire, et que les familles devraient gérer les affaires familiales en privé. William a dit que M. Whittaker avait réagi de manière excessive à un simple malentendu. Puis, parce que la cupidité finit par rendre les gens négligents, ils ont dit tout haut ce qu'ils pensaient tout bas. Teresa s'est plainte qu'il était absurde que Pamela reçoive un soutien supplémentaire juste parce qu'elle était tombée enceinte. Et à ce moment-là, l'argument moral a finalement laissé tomber son masque. Il ne s'agissait pas de standards. Il s'agissait d'argent qu'ils avaient déjà commencé à traiter comme le leur. William a parlé de propriétés bloquées, d'obligations envers d'autres branches de la famille, de revenus locatifs déjà alloués, de projets déjà faits. Il l'a dit comme si le trust d'Harriet était un budget familial qu'ils avaient gentiment étiré pour le bien de tous. Pamela était à l'étage et pouvait probablement entendre chaque mot à travers le plancher. C'est là que leur mobile a cessé de se faire passer pour un principe. Matt n'a pas crié. Cela leur aurait donné quelque chose de facile à rejeter. Il s'est tenu dans notre hall d'entrée, une main sur la porte ouverte, et leur a répondu de la voix la plus calme que je lui avais entendue de toute la semaine. Il a dit, « Vous n'avez pas traité ma fille comme de la famille quand vous l'avez mise à la porte le jour de Thanksgiving et l'avez laissée seule dans sa voiture, alors vous n'avez pas le droit de vous cacher derrière la famille maintenant que des papiers sont en jeu. »
Teresa a d'abord essayé l'approche plus douce, disant que tout le monde avait été émotif, que peut-être les mots avaient été mal choisis, que Pamela avait mal compris. Matt n'a pas bougé. Elle a parfaitement compris, a-t-il dit. William s'est de nouveau durci et a dit que c'était exactement ça le problème maintenant. Pas de conséquences, pas de standards, pas de respect pour les gens qui ont bâti quoi que ce soit. Matt l'a regardé et a dit, ce qu'Harriet a bâti est la raison pour laquelle cette conversation a lieu, et vous avez utilisé son nom pour faire le contraire de ce qu'elle voulait. Puis il a posé la limite définitivement. Il leur a dit que nous ne laisserions rien tomber parce qu'ils avaient menti à notre fille, l'avaient humiliée et avaient essayé de la faire pressionner avec de l'argent qu'ils n'avaient jamais eu le droit de militariser. Après ça, a-t-il dit, il n'y aura plus d'appels, plus de visites, et plus de faux-semblants. Il a ouvert la porte plus grand, et ils ont dû la franchir. Lors de la réunion de suivi, M. Whittaker avait des chiffres au lieu de soupçons. Il les a exposés un par un sur la table de conférence, tandis que Pamela écoutait, les deux mains à plat sur ses genoux, comme pour se maintenir stable. Le trust d'Harriet exigeait une distribution de 25 000 $ à Pamela à ses 18 ans. Elle n'avait pas été payée. Il y avait aussi 12 000 $ de soutien éducatif antérieur qui auraient dû être utilisés en son nom au fil des ans et qui n'avaient jamais été correctement distribués. En plus de cela, la clause de grossesse d'Harriet débloquait maintenant 85 000 $ supplémentaires de soutien protégé à verser par étapes pour Pamela et le bébé. Puis est venue la pièce qui expliquait pourquoi Teresa et William s'étaient si farouchement opposés à ce que la grossesse devienne réelle dans les documents. Harriet avait désigné l'une des propriétés locatives du trust pour être mise à la disposition d'une jeune mère dans la situation exacte de Pamela. Pas éventuellement, maintenant. Une fois activée, la disposition sur le logement transférait le contrôle de cette propriété de la gestion discrétionnaire à l'usage direct de Pamela. William percevait le loyer de cet endroit. Teresa traitait l'arrangement comme un revenu familial permanent. Soudain, leurs objections sur les valeurs prenaient un sens financier brutal. Ils ne défendaient jamais un héritage. Ils défendaient un contrôle. La partie exécutoire a pris des semaines, mais elle a eu lieu. Et je pense que c'est important quand les gens racontent des histoires comme celle-ci. La vie bascule rarement en une seule heure dramatique. Elle change parce que les démarches administratives continuent d'avancer après que l'heure dramatique est passée. M. Whittaker a confirmé que Teresa et William avaient été démis de leur fonction de contrôle clé en tant que fiduciaires une fois que les registres ont montré qu'ils avaient mal géré le trust et n'avaient pas effectué les distributions requises. On leur a ordonné de rendre des comptes sur ce qui avait été retenu et de rembourser ce qui pouvait être tracé. Il nous a dit qu'ils étaient personnellement responsables de restituer les 37 000 $ manquants qui auraient dû parvenir à Pamela et que le trust récupérerait également les revenus locatifs qu'ils n'avaient pas le droit de conserver une fois la propriété réaffectée en vertu de la disposition sur le logement d'Harriet. Pamela a reçu les distributions manquées, le soutien nouvellement déclenché et l'accès à la maison de location qu'Harriet avait mise de côté des décennies plus tôt pour une fille exactement comme elle. C'était la partie la plus profonde de tout cela pour moi. L'histoire familiale utilisée pour lui faire honte s'est avérée avoir été construite pour la protéger depuis le début. Matt a tenu parole sur tout ce qu'il a dit dans le hall. Il a bloqué leur numéro, a cessé de répondre aux messages et a complètement coupé les ponts. Ils avaient essayé de garder le pouvoir en fermant une porte à notre fille. Au lieu de cela, ils ont perdu toutes les portes qu'ils avaient confondues avec la propriété. Quelques mois plus tard, la maison qu'Harriet avait mise de côté ne ressemblait plus à une issue juridique. C'était chez Pamela. Il y avait un berceau dans le coin de la chambre, du linge plié sur le canapé et un tableau blanc sur le réfrigérateur avec les heures de tétée, les rendez-vous pédiatriques et une liste de cours qu'elle voulait suivre une fois que le bébé aurait un sommeil plus prévisible. Notre petit-fils est arrivé en bonne santé et indifférent à la mythologie familiale qui avait failli engloutir sa mère. Pamela était fatiguée. Elle était plus stable que je ne l'avais vue depuis cette conversation dans la cuisine. Tyler n'était plus son partenaire, mais il était présent, apprenait et faisait le travail maladroit de devenir un jeune père au lieu de disparaître. Avec le soutien enfin en place, Pamela pouvait respirer assez longtemps pour planifier à nouveau. Devenir enseignante n'était pas un projet abandonné. Il avait juste pris une autre route.
Teresa et William ont perdu le contrôle qu'ils cherchaient désespérément à protéger, et les volontés d'Harriet ont triomphé sans que personne n'ait besoin de crier. Alors, je me demande encore ce que les autres pensent. Avons-nous bien fait en forçant le trust à respecter les volontés d'Harriet et en coupant les ponts avec eux quand ils ont menti? Ou avait-il raison de dire que les mauvais choix devraient avoir des conséquences? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous.